Et tout d'abord, merci beaucoup Bad Geek Podcast et les ateliers qui nous accueillent ce jour. Merci au public également d'être présent avec nous. C'est une grande première pour nous, une première présentation publique. Je vais tout de suite commencer par un petit warning. Cet épisode va sans doute être le plus difficile de cette session de podcast et nous invitons les plus sensibles à détourner les oreilles car le cas que nous allons traiter va parler de mutilation génitale, de description anatomique de parties génitales et enfin de crimes, en particulier du décès d'une adolescente de 13 ans. Donc beaucoup moins drôle que l'épisode juste d'avant. On est sur un cas vraiment plus lourd et plus difficile. Mais si vous êtes prêts, je vous invite à démarrer avec nous. Le 29 juillet 2016, sur le site de la BBC, nous pouvions lire un article intitulé « L'arrestation du médecin Raslan Fadel, spécialiste des mutilations génitales féminines, a été saluée ». Je lis l'article. Les militants ont salué l'arrestation du premier médecin égyptien condamné pour avoir pratiqué des MGF, mutilations génitales féminines. Raslan Fadel a été condamné en janvier 2015 pour la mort de Souheir El Bataa, une jeune fille de 13 ans qui a subi une procédure illégale. Il a toutefois échappé à l'arrestation et aurait continué à exercer la profession de médecin. Selon l'organisation militante Equality Now, les pressions nationales et internationales auraient contraint Fadel à capituler. L'excision génitale féminine a été interdite en Égypte en 2008, mais le pays affiche toujours l'un des taux les plus élevés de cette pratique dans le monde. Selon les estimations de l'ONU, plus de 90% des filles et femmes âgées de 15 à 59 ans dans le pays ont subi cette intervention dans les dernières années. Souad Abou Daye, consultante pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord pour Equality Now, a déclaré que l'Égypte devait adopter une politique de tolérance zéro à l'égard des MGF, ce qui implique de prendre des mesures rapides contre les agents de santé qui les pratiquent. À moins que cela ne soit fait, a-t-elle déclaré, les jeunes filles égyptiennes continueront toujours à subir ces violations extrêmes des droits de l'homme. Fadel a été reconnu coupable en janvier 2015 du meurtre d'Al Bataa, originaire d'une petite communauté agricole située à la périphérie de Mansoura, ville du delta du Nil. Il a été condamné à 2 ans de prison pour homicide involontaire ainsi qu'à 3 mois supplémentaires pour avoir pratiqué une mutilation génitale féminine. Cependant, il aurait conclu un accord avec la famille de la jeune fille, ce qui signifie qu'il n'aura plus à purger sa peine pour homicide involontaire et qu'il ne sera passible que d'une peine de 3 mois pour mutilation génitale féminine. Lors du procès, les procureurs ont soutenu qu'Al Bataa avait été forcé de subir une mutilation génitale féminine par son père. Fadel a nié avoir pratiqué l'intervention, affirmant qu'il ne l'avait traité que pour des verrues et que son décès était dû à une réaction allergique à la pénicilline. Lui et le père de Souheir avaient été acquittés en première instance, mais le parquet a fait appel et le verdict avait été cassé en novembre 2015. La clinique de Fadel a reçu l'ordre de fermer pour 1 an. Le père de Souheir, quant à lui, a écopé d'une peine de 3 mois avec sursis. Cependant, Fadel a continué à exercer de manière intermittente après sa condamnation, toujours selon Equality Now, et une autre agence partenaire, le Centre d'assistance juridique aux femmes égyptiennes. Je vous passe le nom en anglais. Suite à ces pressions supplémentaires, son permis d'exercer la médecine a été révoqué en début d'année. L'excision génitale féminine est généralement pratiquée sur les filles âgées de 9 à 13 ans, mais il existe des victimes dès l'âge de 6 ans, selon les militants anti-excision féminine. Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsi Parom. Et moi, je suis Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et surtout pour le pire.
Nous sommes de grands amateurs de podcasts. Nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors, si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs du festival et des auditeurs sur Twitch. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, mais l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un blog de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent ? Allez, falciparum, allons-y. Et je crois qu'il est temps de passer les portes de la ville. T'es prête pour cet épisode ? Oui, on va y aller. Tu parles du contexte un petit peu de l'affaire et... Oui, on va commencer par ça. Marche. On va commencer par le contexte un peu de l'Égypte, social, médical et culturel. Donc, pour comprendre la mort de Soher El-Bataa, il faut d'abord comprendre l'Égypte. C'est un pays où la médecine moderne côtoie encore les coutumes les plus anciennes, où la science et la religion s'entrelacent. Donc en fait, l'excision, elle est ancrée en Égypte depuis très longtemps. Ça remonterait à l'époque égyptienne, donc dès l'Antiquité, où elle a été investie d'une signification mythologique. En effet, on a des momies féminines qui ont été retrouvées avec des probables, donc je dis bien probables, c'est pas sûr à 100%, voilà, traces de mutilation féminine qui auraient été retrouvées, et on a quelques mentions aussi chez des auteurs gréco-romains. Donc je précise que... C'est à prendre avec des pincettes, effectivement. C'est à prendre avec des pincettes, parce que pas mal d'historiens remettent en question quand même ces traces de mutilation, parce qu'il n'y a rien de... Et c'est surtout que ça peut servir d'alibi à un certain nombre de gens, se disant, vous voyez, ça remonte quand même à l'Égypte pharaonique, donc forcément, c'est une très très vieille tradition qu'il faut respecter. On en reparlera au long de l'épisode. Voilà. On pense à tort aussi qu'elle n'est que du fait religieux. Or, elle est largement reprise au niveau socio-culturel, puisque toute la population a recours à l'excision, que ce soit des musulmans, des catholiques ou encore les coptes. Donc, on a 87% des femmes musulmanes qui sont excisées et 70 à 80% des femmes chrétiennes et des coptes qui le sont aussi. Donc, en fait, c'est presque équivalent. Dans cet épisode, on va essayer de démonter l'idée que c'est une pratique issue de la religion, des recommandations ou de recommandations religieuses. Et vous allez voir que gardez bien en tête que ça n'est pas une recommandation religieuse dans aucune religion. Et justement, d'ailleurs, Al-Azhar, la principale autorité religieuse sunnite d'Égypte, a publié plusieurs fatwas qui condamnaient la pratique, notamment en 2007 et en 2010, la qualifiant de non islamique, puisqu'on n'a aucune mention dans les textes religieux qu'il faut exciser les jeunes filles. Le patriarcat copte orthodoxe et le Conseil des églises d'Égypte aussi s'y opposent également, considérant qu'il n'y a aucune base biblique. Donc on a les deux grandes religions qui rejettent officiellement l'excision, mais la tradition sociale, elle, par contre, perdure, et notamment dans les zones rurales. Ah, non seulement elle la rejette, mais elle la condamne en plus. Oui, on tout verra à fait. Un peu plus loin. Donc c'est une pratique très ancienne, sans souvenir vraiment précis, mais qui fait partie de la vie courante, qui est donc culturelle. Les raisons évoquées pour l'excision, il y en a 4. La première, c'est évidemment la religieuse, même si c'est pas la première qui est évoquée. Enfin, comme on vous a dit, c'est pas les religieux qui incitent à le faire. Il y a toujours des dérives de toute façon partout. Donc il y a certains religieux qui le veulent que ça soit fait pour l'atténuation et le contrôle du désir chez la femme, qui pour le coup est un pattern commun à beaucoup de religions, de se dire tiens, il ne faut pas que les femmes puissent jouir librement. Et donc oui, c'est un des motifs entre guillemets sous-jacents. On a les raisons culturelles, c'est la tradition, il faut donc le faire. Et au niveau culturel aussi, c'est pour eux le moyen éducatif. C'est un rite de passage de la fillette à une femme. Ça, le côté rite de passage, c'est hyper important.
les raisons sociales, donc la pression sociale du reste de la communauté. Si on ne le fait pas, on va se faire juger par tous les autres. Et enfin, la dernière raison qui est une raison financière soignante, on va dire, puisque c'est... purement mercantile. Voilà, c'est ça. En fait, ça ramène de l'argent. Donc, du coup, les soignants disent il faut le faire. Ouais. Il faut le faire et venez me payer pour le faire en plus. Exactement. Le contexte médical, on va vous décrire un peu plus ce que c'est. Donc là, trigger warning pour ceux qui ne veulent pas de détails. Même si on ne décrit pas complètement. Ceux qui sont restés, qui sont en face de nous, ou ceux qui sont sur le Twitch, ont entendu les avertissements. Oui. Mais on va parler, là maintenant, on va entrer un peu plus dans le détail. Donc les MGF ont toujours et sont toujours réalisés par des sages-femmes. Les vieilles sages du village, les matrones, vraiment sans anesthésie, sans hygiène. Alors aujourd'hui un peu moins, mais dans les zones rurales, c'est toujours le cas. Et c'est au décours du XXe siècle qu'elles se sont de plus en plus médicalisées, réalisées par des médecins avec ou sans anesthésie, mais toujours aussi mutilantes. Alors Falciparum, explique-nous qu'est-ce que c'est une MGF. Et forcément, ça me tombe dessus parce que c'est moi le tout bip de la bande, c'est ça ? Oui. Donc oui, effectivement, là, je vais décrire de façon assez précise. Alors, on a choisi, pour l'illustration, on avait la possibilité de choisir des images d'illustration, et comme c'est un peu moins mignon que le guépard des besties avant, on a choisi de ne pas mettre d'illustration. Annabelle, qui est présente dans la salle, va vous distribuer ou pourra vous distribuer un petit flyer qu'on a fait d'information qui reprend un petit peu les grands thèmes qu'on va aborder, toujours sans illustration, mais les illustrations existent. Tu peux en avoir sur Internet, t'inquiète pas. Sur Google, tout ça, il n'y a aucun problème. Ça va suffisamment être graphique, à mon avis, dans la description pour ne pas nécessiter d'images en plus. Donc les mutilations génitales féminines, la définition globale, puisque il y a une définition précise qui a été faite par l'OMS, ça désigne toutes les interventions qui visent à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins externes et qui portent atteinte pour des raisons non médicales à ces organes génitaux externes. Alors, je vais faire une petite parenthèse là maintenant tout de suite, et en particulier parce que moi je travaille dans le domaine de la cancérologie et des soins palliatifs, et qu'il existe un certain nombre de cas de figure, en particulier cancéreux, pour lequel il y a une raison d'enlever tout ou partie des organes génitaux, que ce soit féminin, masculin, etc. Il y a des procédures médicales qui nécessitent qu'on enlève, par exemple, des tumeurs, des infections, que sais-je. Mais là, dans ce cas-là, on est bien sur une ablation à la fois volontaire et pour des raisons non médicales. Okay, et donc l'OMS définit 4 types de mutilations génitales féminines. En pratique, le type 1, c'est l'ablation partielle ou totale du gland clitoridien, qui, je le rappelle, est la petite partie externe et visible du clitoris. C'est la partie la plus sensible des organes génitaux féminins, et plus ou moins complétée par l'ablation de ce qu'on appelle le prépuce ou le capuchon clitoridien. C'est le petit repli de peau qui entoure le clitoris. Donc on est vraiment sur la partie, j'allais dire, haute des organes génitaux externes féminins. Le type 2, c'est l'ablation partielle ou totale de ce même gland clitoridien et ou du capuchon clitoridien avec les petites lèvres, qui, je le rappelle, sont les replis internes de la vulve. Et ça peut être complété par l'ablation partielle ou totale, ou l'excision, comme on dit, des grandes lèvres, qui sont la partie, les replis externes de la vulve. Le type 3, alors on s'enfonce petit à petit dans l'horreur, hein. Le type 3 s'appelle l'infibulation. Et l'infibulation, c'est le rétrécissement de l'orifice vaginal par recouvrement, en sectionnant et en repositionnant les petites lèvres et ou les grandes lèvres. Parfois, le plus souvent d'ailleurs, c'est par suture,
avec ou sans ablation du prépuce clitoridien, du capuchon clitoridien et du gland clitoridien qui va avec. Donc en gros, on referme les organes génitaux externes féminins de façon à ce qu'il n'y ait plus qu'un tout petit orifice pour passer à la fois les urines et le sang des règles. On le referme littéralement. On est sur une abomination. Je pense qu'ils se sont fait l'image. Ouais. Et le type 4, c'est toutes les autres interventions néfastes au niveau des organes génitaux féminins. Donc là, on est dans la barbarie pure, puisque c'est tout ce que vous pouvez imaginer alors, on est très très loin du kink. On est sur des piqûres, sur des incisions, sur des cautérisations avec de la chaleur, etc., ou du froid. C'est toutes les autres possibilités. En Égypte, qui nous concerne aujourd'hui, les types 1 et 2 sont majoritaires. Ce qu'on appelle classiquement excision dans le langage commun, c'est le type 2, donc l'ablation à la fois du clitoris et des petites lèvres. L'infibulation, le type 3, il est beaucoup plus fréquent en Afrique de l'Est, en particulier en Somalie, Soudan et Érythrée. Maintenant, comment se passe typiquement une excision en Égypte ? Car même si la pratique est illégale, elle est courante et relativement encore souvent pratiquée comme un rite de purification, comme on disait. Ça se passe le plus souvent à domicile en milieu rural. Quand on est dans un milieu un peu moins rural, un peu moins reculé, ça se passe parfois dans une clinique privée. L'enfant ou l'adolescente, donc on parle de gens qui ont entre 9 et 14 ans pour la plupart, je rappelle, est amené par ses parents et la procédure est réalisée soit par une daya, c'est ces sages-femmes dont Bloody Nurse nous parlait tout à l'heure, les sages-femmes traditionnelles, et ça se passe avec une lame de rasoir, un couteau, tout objet tranchant utile trouvé sur place, ou un médecin, dans les cas entre guillemets médicalisés, utilisant à ce moment-là un bistouri classique ou ce qu'on appelle un bistouri électrique pour faire une électrocautérisation pour éviter donc les trop grands saignements. L'anesthésie, souvent en zone rurale et périphérique, il n'y a aucune anesthésie, ça se fait à vif. Dans les cliniques, en fonction de ce que les parents sont prêts à payer, parce qu'on est bien entendu, ça va entrer en ligne de compte, l'anesthésie locale est parfois pratiquée. Dans ce cas-là, on utilise un anesthésique classique, comme la lidocaïne. C'est les patchs qu'on met pour les prises de sang en général. Ouais. Voilà. Ou ce qu'on injecte aussi pour arracher une dent, c'est l'anesthésie classique. Avec un risque, puisque c'est fait un petit peu comme ça à l'arrache, de risque majeur de complications, comme il s'est arrivé chez Sohair. Et bien entendu, puisque l'enfant souffre et n'est pas très très volontaire, forcément, il y a plusieurs femmes qui la retiennent, pieds, mains, tout ça, vous imaginez bien. Concrètement, le geste chirurgical, quand c'est fait par un médecin, le praticien doit écarter les lèvres, sectionner le capuchon clitoridien et ou le gland clitoridien, et puis tout ce qu'il a envie de trancher. Et le saignement, puisque c'est un endroit qui saigne énormément quand on est sur ce genre de geste, il est arrêté par la plupart des fois compression avec un tissu qui est pris comme ça. Pas forcément propre. Pas forcément propre. Parfois c'est cautérisé. Alors quand c'est fait par un médecin avec un bistouri électrique, c'est la cautérisation électrique. Sinon, c'est cautérisation avec de la chaleur. Et parfois usage de cendres traditionnelles, c'est-à-dire qu'on colmate avec des cendres en fait. Bien entendu, dans la plupart des cas, il n'y a aucune asepsie, donc aucune garantie de maintenir la propreté. Voilà. Après le geste, la fillette, elle est recouverte d'un tissu et en bas est colmatée par un pansement improvisé. Et en cas d'hémorragie, d'infection, généralement, les familles n'appellent pas les secours parce qu'elles savent que c'est interdit et par peur des poursuites. Dans les cas médicalisés, au mieux, un pansement stérile peut être posé, mais encore une fois, on est face à une question de coût. Et encore une fois, je rappelle qu'aucune justification médicale n'existe. Et je rappelle ce que l'OMS nous en dit, les mutilations génitales féminines ne représentent aucun avantage pour la santé et sont préjudiciables à bien des égards aux jeunes filles et aux femmes. Elle consiste à faire l'ablation des tissus génitaux normaux sains ou à léser ces tissus en entravant le fonctionnement naturel de l'orgasme féminin.
Orgasme, pardon. Et orgasme Et aussi. orgasme aussi. Même si toutes les formes de mutilation génitale féminine sont associées à un risque accru de complications médicales, les plus importantes, plus les mutilations sont importantes, plus les risques augmentent. Et ces risques donc sont la douleur violente, les saignements, les hémorragies, l'inflammation, l'infection, en particulier le tétanos dans les endroits où c'est fait avec des objets coupants tout venant. Des problèmes urinaires par la suite, des problèmes de cicatrisation de la blessure, des lésions des tissus urogénitaux et anaux adjacents, des états de choc et parfois des décès. À long terme, il y a des problèmes urinaires très très fréquents, des problèmes de miction, des problèmes d'infection, des problèmes vaginaux avec des pertes, des ulcérations, des infections, des problèmes menstruels bien entendu, avec des difficultés d'écoulement du sang menstruel, des règles douloureuses et un certain nombre de problèmes de cicatrisation, des problèmes sexuels avec des douleurs dans les rapports, une diminution de la libido, du plaisir et un risque majeur de complications lors des accouchements avec des décès des nouveau-nés et ou des femmes par notamment hémorragie. Il y a une indication à une reconstruction, une nécessité d'actes chirurgical ultérieurs pour les femmes qui ont subi des mutilations. Et pour les femmes qui ont subi le type 3, l'infibulation, il est nécessaire de réaliser une désinfibulation, donc qui est une ouverture de la cicatrice vulvaire pour permettre les rapports sexuels et l'accouchement. Et c'est dans certaines coutumes, cette désinfibulation se fait le soir de la nuit de noces par une femme tierce qui réalise juste avant que le mari... Comme une coutume. Comme une coutume. Et bien entendu, se rajoutent à ça tous les problèmes de traumatisme psychologique. Voilà. Bon, vous avez annoncé que l'épisode était de loin le pire que vous allez entendre ce week-end. Ouais. Et c'était probablement la partie la plus trash, on va dire. La plus complexe. Mais on est là pour faire de la pédagogie médicale et c'est important, même si c'est un sujet tabou et difficile, d'entendre ce genre de choses. Maintenant, je te relaisse la main. Oui. Tu vas nous parler un petit peu de notre cas et de la législation en Égypte. Pardon. Oui, donc en fait, on va parler un petit peu de législation, comment ça se passe. Au début, tu as parlé que ça a été interdit en 2008. On n'a pas grand-chose avant quand même, mais... On est 7 ans avant le cas de Sohair. 2008. Tout à fait, ouais. On a, en Égypte, dans les années 20... la Société égyptienne des médecins qui a publié une proclamation soulignant les effets néfastes des mutilations génitales féminines sur la santé et a reçu le soutien du ministère de la Santé, de la presse et des érudits religieux. Alors comme ça, on se dit, waouh, 1920, ça fait quand même un bail, c'est chouette. Alors, quelques années se passent et en 1994, quelques années... un décret autorise la pratique uniquement à l'hôpital, pensant protéger les petites filles de celles qui sont faites au fin fond du garage avec des objets un peu rouillés. Donc cette pratique, qui est obligatoire que à l'hôpital et par des médecins, subit une pression internationale par les organisations type OMS, UNICEF. Et en 1994, on a eu aussi une conférence internationale sur la population et le développement au Caire, qui a fait que le ministère de la Santé a annulé ce décret d'obligation de réaliser la pratique en milieu hospitalier, parce que ça légitimait tout simplement la pratique. Le faire à l'hôpital, ça ne veut pas dire que c'est pas bien en fait. Donc voilà. Donc il y a un nouveau décret ministériel qui est alors réalisé en juillet 1996. Et qui interdit la pratique de la circoncision féminine dans tous les hôpitaux et cliniques, qu'ils soient publics ou privés, sauf en cas de nécessité médicale. Et là, on retombe sur ce que je disais. Il existe des cas où on doit enlever tout ou partie de l'appareil génital externe féminin, ok. Mais là, en l'occurrence, les cas d'excision ne rentrent jamais dans cette ligne de oui, et puis ça interdit la pratique de la circoncision dans les hôpitaux, mais pas à l'extérieur. Ouais. Voilà. En 2007, après le décès de Boudour Ahmad Shaker, alors désolé pour les prononciations,
Donc c'est une petite fille de 12 ans. Le ministère de la Santé égyptienne publie officiellement un décret d'interdiction totale de la circoncision féminine. En juin 2008, le Parlement adopte la loi numéro 126/2008, modifiant la loi de l'enfant de 1996 et le code pénal, créant ainsi l'article 242 bis qui criminalise enfin la MGF. On reparlera de l'article 242 bis un peu plus tard et on se rappellera que la jeune Boudour, donc de 12 ans, qui est décédée, qui a fait évoluer la loi en 2007 en Égypte, a certes fait évoluer la loi, mais personne n'a été condamné à ce moment-là. Aucun responsable. Voilà. Il faudra attendre de 7 ans. Non, même plus. Et d'ailleurs. Encore. On va voir. Donc, au niveau international, on a un peu de la législation aussi. Donc, les MGF sont reconnus comme une violation grave des droits humains par les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé et la plupart des traités internationaux la condamnent depuis les années 90. Il existe tout un tas de lois. Il y en avait quand même plusieurs qui correspondaient à l'excision, mais on a dû faire un choix avec Falciparum. Donc, la première qu'on a choisie, c'est celle de 1948. Qui est la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article numéro 5 dit « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ». Les MGF entrent donc dans cette catégorie. Sauf que c'est quand même réalisé. En 89... 48, on est quand même sur, après Nuremberg, tout ça, enfin on est dans cet état d'esprit-là. En 89, la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 24 dit « Les États doivent abolir les pratiques traditionnelles nuisibles à la santé des enfants ». En 94, le programme d'action du Caire, la conférence internationale dont je vous ai parlé tout à l'heure, inscrit les MGF comme une priorité de santé publique mondiale. Et enfin, en 2012, la résolution 67-146 de l'Assemblée générale de l'ONU dit que la première condamnation universelle officielle des MGF attendez, excusez-moi, je reprends. Il y a une première condamnation, universelle officielle des MGF et elle appelle à l'éradication mondiale des MGF. Les MGF sont donc reconnus comme une forme de torture ou de violence fondée sur le genre, selon les interprétations du comité du Centre d'assistance juridique aux femmes égyptiennes, du comité des droits de l'enfant et du comité contre la torture. Ces organes peuvent condamner les États qui ne préviennent pas ou ne punissent pas ces actes. On a en 2018, par exemple, le Centre d'assistance juridique aux femmes égyptiennes qui a reconnu, alors pas condamné, mais reconnu, pour la première fois officiellement, que le Soudan a eu un manquement à la protection des filles face au MGF. Il n'y a pas eu de condamnation donc pénale, mais un pointage du doigt international, en gros. 2018, hein. Et c'était suite à une petite fille du Soudan de 5 ans qui a porté plainte dans son pays, ça n'a pas fonctionné, donc elle est allée voir ce comité. En France, puisqu'on a aussi une loi, c'est depuis 1983 que cela a été condamné par le Code pénal aux articles 229-9A-10 et le 221-1, et qui dit « Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punis de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » On a aboli la peine de mort en 81 en France et 2 ans plus tard seulement, on se dit tiens, les actes de barbarie, il faudrait les interdire, pour vous donner une idée de la perspective. Les MGF, en quelques chiffres, qui sont tout aussi sympas que le reste. Donc, dans le monde, on estime que 230 millions de filles et de femmes ont eu une MGF. On a 3 millions de filles et de femmes aussi qui risquent le fait d'avoir une MGF. On a 9 femmes égyptiennes sur 10 âgées de 15 à 49 ans qui ont été victimes de MGF. Pardon. Parmi les femmes âgées de 15 à 17 ans en Égypte, plus de 74% ont été victimes de MGF. 54% des femmes et 57% des hommes interrogés sont favorables à ça. Ce que je trouve assez choquant. Ouais, je vous parle d'aujourd'hui. En Égypte, plus de 70% des excisions sont pratiquées par du personnel médical, toujours aujourd'hui, alors que c'est interdit.
Dans le monde, on a 28 pays en Afrique, quelques pays du Moyen-Orient et quelques pays d'Asie qui pratiquent encore lourdement les MGF, quel que soit le type. Ces pratiques, bien que moindres, se retrouvent aussi quand même dans le reste du monde, puisqu'on a par exemple aux USA une estimation d'environ 500 000 femmes qui ont subi ou qui risquent de subir l'excision. Et en France, alors les estimations, on n'a pas de chiffres très précis, et on estime qu'aujourd'hui, il y a entre 125 000 et 140 000 femmes sur le territoire français hexagonal qui ont subi des mutilations génitales féminines. 140 000 actuellement. Voilà. C'est 3 fois la population de la ville de Castres qui nous accueille actuellement. C'est absolument fou. On va parler de l'histoire en elle-même. Donc, nous sommes le 6 juin 2013 dans le village de Dirb Balawan, dans le gouvernorat de Dakalia, au nord du Caire. Un village tranquille, bordé de champs de canne et de poussière. Ce matin-là, le père de Soher, Mohamed Ibrahim Al-Bata, un agriculteur, conduit sa fille chez le docteur Aslan Fadel. C'est un médecin connu, il est respecté, père de famille, propriétaire d'une petite clinique attenante à sa maison. Ce médecin qui a excisé Soher avait déjà excisé sa sœur aînée 2 ans auparavant. Soher, elle a 13 ans. Elle croit venir pour un soin, pour se purifier, comme l'ont fait sa sœur et ses cousines avant. On note qu'elles n'en ont pas parlé à sa sœur et à leur cousine. Sa mère, Hassana Naem Fauzi, lui a dit que ça serait rapide, que le docteur, c'est ce qu'il fait, que toutes les filles passent par là. 15 minutes après son entrée dans la salle d'opération, après une anesthésie locale, Soher en ressort dans une pièce adjacente. C'est une demi-heure plus tard que son père, espérant qu'elle se réveille, se rend compte que ce ne sera plus le cas pour sa fille. Elle est morte. Le médecin invoque une allergie aux produits anesthésiants. Contrairement à ce qu'il avait dit d'ailleurs, qu'elle avait fait une allergie à la pénicilline. Ça a varié un peu. Ne croyant pas à cette explication, le père ira déposer une plainte auprès du parquet local de Dakalia. S'ensuivra alors une autopsie du corps de Soher. Selon le rapport médico-légal de juin 2013, cité par Al-Haram Online et repris par Amnesty International quelque temps après, elle aurait subi une excision complète, donc l'ablation du clitoris et partielle des petites lèvres, et que la mort était due à un arrêt cardio-respiratoire lié à l'anesthésie et au stress opératoire, et non donc pas à une allergie isolée de l'anesthésiant. Ça, c'est le genre de réaction qu'on peut avoir. Alors, on peut faire une réaction allergique aux produits anesthésiants notamment, mais parfois, quand il y a un passage de l'anesthésiant dans le système vasculaire, on peut provoquer l'arrêt cardio-respiratoire aussi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut noter que Soher n'avait pas de comorbidité, elle n'était pas malade, il n'y avait pas de problème de santé qui aurait pu justifier, en tout cas, faire comprendre que ça peut arriver de décéder quand on a un problème de santé. Là, ce n'était pas le cas. Donc, elle était en pleine forme, elle subit ça et elle n'en sort pas. Donc, voilà. Donc, comme on est en 2013, la loi elle est passée en 2008. Le procureur de Dakalia peut alors poursuivre le médecin et le père aussi pour homicide involontaire, qui est de l'article 238 de la loi de 2008, et pratique d'une mutilation génitale, qui est l'article 242 bis de la loi 128/2008. Le premier procès se tiendra à la cour criminelle de Mansoura dans le gouvernorat de Dakalia, avec pour prévenu le docteur Fadel, accusé de MGF et d'homicide involontaire, et Mohamed El Bata, le père, qui est accusé de complicité pour avoir remis sa fille à l'exciseur. Donc ça, je trouve ça bien que ceux qui amènent aussi soient accusés. Attends, il y a un twist à la fin. Oui. Au niveau des arguments de la défense, on avait le médecin qui a nié tout MGF et qui parle d'une ablation de verrue. Donc c'était autorisé. Il soutient aussi que le décès résulte d'une réaction allergique à l'anesthésique, et la défense invoque aussi un manque de témoins directs autres que le père. En novembre 2014, le tribunal acquitte le médecin et le père, pour motif absence de preuves, au-delà de tout doute raisonnable qu'il s'agisse d'une excision. Classique. Cet acquittement provoque un choc dans le pays et au niveau international. On a Amnesty International qui publie, et d'autres
organismes qui publient des communiqués dénonçant l'échec de la loi de 2008. La différence avec le premier cas de 2007-2008, en 2014, c'est la présence des réseaux sociaux. Et l'effet d'amplification que ça a pu avoir. Et donc, forcément, le relais international. On a donc, sous la pression internationale, un petit peu quand même, un deuxième procès qui se tiendra en appel sous fin 2014. Donc, le 26 janvier 2015, la Cour d'appel de Mansoura infirme l'acquittement. Le docteur Fadel aura 2 ans de prison pour homicide involontaire et 3 mois pour la MGF. 2 ans seulement. De quoi ? 2 ans seulement, hein, c'est pas... Oui, c'est pas grand-chose. Le père aura 3 mois avec sursis pour complicité. Le médecin va se cacher plusieurs mois avant de se rendre de lui-même en 2016 pour faire sa prison. La lâcheté de base. Ouais, sauf que il va purger 3 mois seulement après la réconciliation et il va réaliser une réconciliation. Donc c'est une espèce de loi un peu, je ne sais pas si c'est officiel. Non, c'est une loi coutumière en Égypte. C'est-à-dire que si le condamné s'arrange ou se fait pardonner par la famille, eh ben en fait, tout ou partie des peines sont abandonnées. Donc il va se réconcilier officiellement avec le père la famille. Et il sort de prison. Donc mais on notera quand même pour la première fois depuis la loi de 2008 et au bout de 7 ans. 8 même, un tribunal égyptien a explicitement jugé qu'une excision est un crime et non une tradition, ni un acte médical, ni une simple faute professionnelle. Ça a eu donc pas mal de conséquences au niveau juridique et médical, dont Facile Farom va nous parler. Donc comme on l'a déjà dit, c'est quelque chose qui à l'époque était très 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 présent. 90% des femmes touchées de 15 à 49 ans, pratique jugée comme ancestrale, très très solidement ancrée dans pas mal d'endroits, et donc qualifiée comme un geste de purification, un gage de chasteté. Je reviendrai pas sur 2007-2008, ce que tu nous as dit. Mais dans les conséquences, dans la suite, en 2016, donc le Parlement égyptien se ressaisit de la question et décide de renforcer les sanctions. Les peines passent alors de quelques mois à 5 à 7 ans de prison, et jusqu'à 15 en cas de décès ou de handicap grave. Alors, c'est les peines toujours maximales encourues, hein, bien entendu, la justice adapte. Et le texte renforce aussi les punitions vis-à-vis de ceux qui incitent ou forcent à la pratique. L'objectif, en 2016, est clair. Dissuader les familles et les praticiens, notamment les médecins qui continuent d'exciser sous couvert de la justification médicale ou de ce que ça pourrait apporter. En 2021 maintenant, la loi devient encore plus stricte. Donc là, on est vraiment 2021, c'est hier, quoi. Face à la persistance du phénomène, les peines sont à nouveau alourdies, jusqu'à 10 ans d'emprisonnement pour les auteurs et des sanctions maintenant pour les établissements médicaux qui les accueillent. Par exemple, la clinique de Fadel n'a jamais été poursuivie pour complicité. La loi de 2021 introduit une sorte de complicité et de sanction pour les établissements médicaux qui permettent ce genre d'actes en leur sein. Le texte prévoit également la publication des jugements dans les journaux officiels, et c'est une mesure qui est destinée à marquer les esprits et à renforcer la honte publique associée à la pratique. Donc on est sur des avancées, mais une application qui reste très timide selon les ONG, puisque finalement, très très rares sont les poursuites. Les enquêtes restent très souvent... Il n'y a pas beaucoup de porte-plaintes d'ailleurs aussi. Voilà, il n'y a pas beaucoup de plaintes, il n'y a pas beaucoup de poursuites. La pression sociale est Quand il y a toujours là. des plaintes ou des poursuites, les enquêtes sont souvent bâclées. Et certaines dispositions du code pénal égyptien, comme l'article 61 qui exonère la responsabilité en cas de danger immédiat, hein, c'est toujours la zone grise en médecine de se dire tiens, il y avait quand même une indication et quand même des choses à faire, sont invoquées quasi systématiquement en défense pour justifier les actes prétendument médicaux.
Les autorités religieuses, en particulier musulmanes et coptes, ont pris position à chaque évolution législative en précisant qu'aucun texte sacré ne prescrit l'excision et qu'elles actent que la tradition, en particulier transmise de mère en fille, continue d'alimenter la pratique et donc elle le condamne. Maintenant, je vais faire un tout petit point sur ce que Fadl a essayé d'argumenter pour se défendre. Donc, bien entendu, il a essayé de dire, non, j'ai rien fait, c'était pas une excision, c'était une pratique médicale autre, ce que la justice lui a nié, puisque l'autopsie qui a été faite, et là aussi, les autopsies sont rarissimes. Là, une autopsie avait été faite et a confirmé donc l'excision et l'absence de comorbidité. Donc, il n'a pas pu, ça n'a pas été une ligne de défense qui a pu tenir très très longtemps. Selon sa version, la fillette a été soignée pour des verrues génitales, donc classiquement des choses qu'on peut avoir suite à des papillomavirus, par exemple, ce qui arrive. Et donc, il présentait ça comme une preuve médicale, sauf qu'il n'a pas su argumenter le fait qu'il y en avait, et surtout il n'a pas su argumenter le pourquoi il avait dû utiliser une technique aussi large d'ablation alors que normalement c'est des techniques plus ponctuelles en fait. Très local. Il a bien entendu joué sur sa réputation, sur sa notoriété, en disant je ne suis pas médecin, je suis médecin, je ne suis pas boucher, pardon. Et ça, il l'affirme à plusieurs reprises. C'est hyper classique dans notre monde à nous qui étudions les crimes médicaux. Jouer sur sa notoriété, sa réputation, c'est classique. Et donc, ce que le tribunal a finalement estimé, c'est que la mort de Sohaer était directement liée à l'acte chirurgical pratiqué par le docteur Fadl, que même s'ils contestaient le lien entre la mort de la jeune fille et l'intervention, eux ont estimé qu'au contraire l'acte avait entraîné une hémorragie et que cette hémorragie a été en grande partie la cause de sa mort. Il y a eu un petit doute et une petite discussion sur l'arrêt cardio-respiratoire. Est-ce qu'il était dû à l'hémorragie ou à l'anesthésie, mais de toute façon, il n'y avait aucune raison que ce jour-là, elle fasse un arrêt cardio-respiratoire. Et que malgré ses dénégations de son intention de nuire, la Cour a jugé qu'il avait violé son devoir de médecin et commis un acte interdit par la loi. Donc c'est pour ça que les juges ont pu retenir l'homicide involontaire, soulignant que le décès donc résultait d'une faute professionnelle grave. Comme disait Bloody, quelques mois plus tard, le médecin, après une cavale, était brièvement emprisonné et avec un arrangement, alors là c'est des arrangements très patriarcaux, hein, c'est le médecin qui s'arrange avec le père de la fille, le père qui l'avait sollicité pour réaliser l'excision et qui a été lui aussi condamné. Donc ils s'arrangent entre eux pour dire je te pardonne, c'est bon, tu t'es dispensé de peine. Ça s'est passé comme ça. Et donc en fait, la justice rentre pas du tout dans l'histoire. Il a été entre guillemets lavé un petit peu de sa peine grâce au père de la victime qui a fait cet arrangement avec lui. Voilà, c'est donc ce qu'on voulait dire un petit peu sur ce cas-là. On va retrouver ici un pattern qu'on a assez souvent, nous, dans les cas qu'on explore sur Medicine City. Le fait qu'un crime, quand il est commis par un soignant, a fortiori un médecin, il semble toujours moins grave. Vous verrez, il y a énormément de cas où on se dit oui, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un humanisme derrière ces gestes-là. Et en fait, l'humanisme ici, on le retrouve notamment quand on dit en fait, il faut faire ça par des soignants parce qu'ils vont faire ça plus propre, ils vont faire ça plus parce qu'ils savent ce qu'ils font, etc. Et donc, on pardonnera toujours plus et la zone grise sera toujours plus large quand on aura des soignants qui sont des criminels. C'est pour ça que le dernier épisode qu'on a fait, Nils Hogel, où il a fait plus de 300 morts, qui est un infirmier allemand, a pu pendant 5 ans faire ce qu'il voulait parce que c'est pas possible qu'on fasse ça volontairement. Et ce qui permet d'atteindre des niveaux parfois industriels de mort en fait, dans les cas que nous traitons. Donc voilà ce que nous voulions vous dire sur ce sujet
très difficile et encore très tabou de l'excision et des mutilations génitales féminines. Je vous avais prévenu que c'était On a bien probablement l'épisode le plus plombant de tout podcast cette année. Mais il est nécessaire d'en parler. Et il est nécessaire de faire un peu de pédagogie là-dessus aussi. C'est aussi pour se rappeler de cette jeune fille, Sohair El Bataa, et de se rappeler de son histoire, de se rappeler aussi que Raslan Fadel, le médecin, est un bourreau. Même s'il s'en est sorti avec presque rien, parce que je vous ai pas dit, mais bien sûr, il a continué après. Il n'y a aucun problème. Il y a eu une petite suspension d'exercice, mais bon, voilà. Petite. Et donc, pour ceux qui sont intéressés, donc on a fait passer le flyer et on va se quitter bientôt. Il nous reste combien de temps ? 5 minutes, ouais. Okay, donc 5 minutes, on avait préparé quelques petites recommandations avant, éventuellement s'il y a des questions dans la salle, quelques petites recommandations de podcasts de livres et de true crime, et de podcasts de true crime et de livres. Je vais commencer moi par la recommandation d'un livre que j'ai lu il y a très peu de temps et qu'en fait l'idée de cet épisode est venue en même temps que la lecture de ce livre-là. C'est un livre qui a été écrit par Fatoumata Koïta et Leila Ba, qui s'appelle Cicatrice de l'âme, avec un jeu de mots sur l'âme, sur le titre, l'âme L-A-M-E-S et barré et suivi par L''A accent grave M-E-S. Un livre de témoignages de femmes ayant vécu l'excision. Et vous les trouverez notamment sur Insta. C'est Una West. J'ai mis sur notre publi aujourd'hui. Ça sera plus simple. Una Westafi, je crois, son pseudo sur. Voilà, c'est une femme originaire d'Afrique de l'Ouest. Et puis j'ai 2 recommandations de podcasts. Un qui est Med Crimes, un podcast américain tenu par 2 infirmières des États-Unis qui traite de true crime médical. Si jamais c'est nous qui cette niche vous intéresse, voilà, on n'est pas très très nombreux sur la niche. Pour les anglophones. Et l'autre, c'est Cactus Theory, un podcast français assez récent qui traite d'enquête et de mystère, qui est présenté par Alex et H. Cactus Theory. Moi, je les aime bien. Moi aussi. Alors moi, j'ai 3 recos à faire. Donc, on a nos petits chouchous et nos amis, le scénario du pire, présenté par San et Philippe. Donc c'est un podcast de true crime belge qui parle de crimes qui feraient un bon film. Donc eux, en fait, ils font l'histoire et à la fin, donc un crime qui ferait un bon film, et à la fin, ils choisissent même les acteurs qui pourraient faire un crime ou une histoire, mais c'est oui, tout à fait, ouais. C'est un podcast génial. Ouais, c'est vraiment super. Ils font souvent appel à des, ils ont souvent des invités, voilà. Ils ont invité il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs les excellents Medicine City. Je ne sais pas si vous les connaissez, mais en tout cas ça c'était super. Et j'ai oublié de dire aussi, ils ont une 3e co-animatrice depuis la 5e saison, oui, qui s'appelle Michel et qui est sociologue, et elle apporte une vraie analyse sociologique derrière. C'est un très très bon trio. Le 2e podcast, c'est Creepy, qui est un podcast français avec qui elle fait aussi des collabs avec le scénario du pire. Elle fait aussi beaucoup d'histoires de paranormal, de true crime. Elle a un sens aigu de l'humour aussi, au 15e degré. Donc, si vous en avez qu'un seul, c'est pas la peine d'y aller. Et elle manie très très bien les mots et les tonalités, telle une fine lame. Et enfin le dernier, l'avant-dernier, Obscurum, qui est aussi un podcast français qui traite de crimes et de paranormal aussi, présenté par Kurt. Et le tout dernier aussi, la podcast canadien. Alors si vous voulez avoir un podcast franco-ontarien, parce qu'il y a pas mal de podcasts québécois, là c'est des franco-ontariens qu'on vous recommande. Qui s'appelle Sur la piste du crime. Oui, c'est ceux-là dont je parlais. Donc eux aussi font du true crime avec qui vont vous emmener en Ontario pour le coup. On n'entend pas forcément beaucoup parler nous en France, et ça permet d'avoir un autre accent en tête, et voilà. Et d'ailleurs, elle nous fait un petit coucou, c'est Creepy, je la vois là. Merci. Oui, c'est ça. Ah, c'est toi ? Non, mais c'est le t-shirt. Ah oui, d'accord. Ah oui. Voilà pour nous. Est-ce que vous avez des questions ? On a 43 secondes. Oui. si je bien tout. Vous disiez qu'en France, il y avait 40 000 cas, c'est ça à peu près ?
Alors, non, il y a, 120. actuellement, il y a entre 125 000 et 140 000 femmes qui sont porteuses. Qui De- pratique ça? Alors, il y a, c'est les filles sont envoyées. Je parle de ceux qui font l'excision. Alors- C'est les communautés des pays africains, du Moyen-Orient, Les- etc., qui Les arrivent. petites filles vont en vacances au pays, en fait, Ils viennent en France. et en fait reviennent excisées. Voilà, et elles reviennent excisées. Et en France, on a le droit de se faire réparer. Il faut consulter les professionnels de santé, il y a des associations, voilà, la sécurité sociale prend en charge la réparation. On a 13 secondes. Eh ben, on vous dit merci à tous. J'espère que ça vous aura plu, même si c'était voilà, pas hyper joyeux. On en a d'autres. Allez les écouter, c'est pas tout le temps comme ça. Ouais. L'épisode d'Halloween est très drôle. Vous pouvez aller le voir aussi. Merci beaucoup. Voilà, Podcast. on vous dit à bientôt.